Ok, c'est bon? Je peux reprendre. Alors, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session. Comme disait Lilian, aujourd'hui on va parler des IA Coding Assistants libres et open source. Voilà, exit les propriétaires, les outils commerciaux. Aujourd'hui, on va parler d'outils plus accessibles pour tout le monde. On peut dire aussi, je me suis fait reprendre récemment par un anglophone qui me disait qu'on ne peut pas dire IA Coding Assistant, c'est plutôt AI Coding Assistant, d'où le changement dans le titre de la conf, pour ne pas mélanger le français et l'anglais. Donc déjà, avant tout, merci d'être ici. Voilà, donc il est 19 h, c'est le soir. Ok, on est pré-veille de week-end, mais moi, ça me fait plaisir d'être ici. Je suis très content. Alors, je m'appelle Rafik Ferrouk. Je vais vous dire pourquoi je suis doublement content d'être ici. Je suis Rafik Ferrouk, je suis un pur produit bordelais, on va dire. Donc Bordeaux, c'est un peu, comme je dis toujours, ma ville de naissance, entre guillemets, en France. Voilà, c'était mes premiers pas en France. Donc Bordeaux, c'était mes 2 premières années en France aussi. Donc j'ai passé 2 ans au CRIMI. Donc j'avais comme professeur Monsieur Xavier Blanc, ici présent par exemple, David Bromberg, Laurent Réveillère, Serge Chaumette. Voilà, donc c'était une génération assez exceptionnelle et j'en suis fier même à ce jour d'en sortir. Et je suis un no bullshit supporter aussi. Ça veut dire quoi un no bullshit supporter? Ça veut dire que je milite pour la simplification de l'informatique pour tous. Donc la technologie, d'où je tiens, sans faire de pub, une chaîne YouTube de Unbullshit, où d'ailleurs récemment j'ai invité Arthur Magne, qui est aussi un pur produit bordelais, donc pour parler de l'intelligence artificielle du code. Et j'invite généralement des experts où je fais tout seul pour démystifier un peu tout ce qui nous entoure, aujourd'hui, comme concept IT, pour éliminer complètement le bullshit peut-être un jour. Voilà. Et je suis Solution Architect chez Harvest Group aujourd'hui depuis 6 mois. Donc juste 2 petits mots, parce que c'est Harvest Group qui sponsorise mon déplacement. Donc j'ai pas pioché dans le budget du Bordeaux Jug. Donc Harvest Group, on est une entreprise qui fabrique des solutions digitales et des services autour de la gestion de patrimoine et de la finance. On est leader en France, donc on propose des solutions complètes pour nos gestionnaires, pour nos clients. On travaille avec les plus petites entreprises jusqu'aux grandes banques nationales. On a 5 sites en France, Clermont, Nice et 2 à Paris. 4 sites en France et 1 en Italie, pardon. Alors, sur la suite, plus de 500 talents dont le tiers est spécialisé en tech. Voilà, donc on est très présent et on prévoit, enfin, on travaille dur pour devenir leader européen dans le domaine demain. Donc, et aujourd'hui, on grossit, on continue à grossir, on évolue. Donc, si ça vous tente de nous rejoindre, il y a le QR code ou visitez harvest.fr/carrière. Je mets la liste de nos sites. Voilà, transformation cloud, IA. Je dirais pas green code, c'est pas vrai, on n'en fait pas. Mais voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On a besoin de talents qui viennent renforcer nos rangs. Voilà, donc ça c'était un peu la partie Harvest. Donc mes talks sont interactifs. J'utilise l'outil Slido. Donc si ça vous tente d'interagir avec moi, donc au fur et à mesure je poserai des questions pour situer un peu de talk, pour avoir votre avis sur certaines choses, soit slido.com bjug ou sinon scanner QR code. Ça me fera plaisir d'interagir avec vous. Bien sûr, vous pourrez poser vos questions aussi via slido.com ou lever la main. On n'attend pas la fin du talk pour poser les questions. Vous pouvez lever la main en pleine séance, je répondrai avec plaisir. Et d'ailleurs, la première question que je voulais vous poser, aujourd'hui, c'est quoi votre activité principale? Si vous êtes au Bordeaux Jug aujourd'hui, moi ça m'intéresserait de ce que vous faites. Vous pouvez la main pour le dire. Il y a des étudiants par exemple. Étudiants, ok. Tout ce qui est développeur, très bien. Autre. C'est quoi le autre? Ok, tout le reste, ça marche. Parfait. On a des managers tech lead, des développeurs. Donc, on va dire une mixité de métiers ou d'activités. Très bien. Principalement développeurs. Ok. Donc, et si l'IA, maintenant, l'autre question, si l'IA était un collègue, pour vous, quel serait son plus grand défaut? Vous pouvez répondre avec plusieurs mots si vous voulez.
Vous pouvez me le dire à haute voix si ça vous tente aussi. Quel serait son plus grand défaut si l'IA était un collègue? Moi, par exemple, je dirais pas de sensibilité, pas d'empathie. Voilà, si on a un collègue... Pardon? Croire qu'il sait tout. Ça existe même dans la vie réelle, ça. Très bien, bah, on va passer. Pardon? Manque? D'un corps, oui, aussi. Mais bon, avec Elon Musk, peut-être il y aura un corps bientôt. Et si vous deviez résumer en un seul mot l'impact de l'IA sur le développement logiciel, quel serait-il? Une fois, j'ai posé ça en conférence. Il y a une personne qui m'a dit j'ai peur d'être remplacé. On ne lit plus les docs. Oui, ça c'est très vrai. Et aujourd'hui, je vais le renforcer malheureusement ce souhait, sans faire exprès. Booster, ça c'est vrai, très vrai aussi. J'aime beaucoup ce mot pour le décrire. Ne poserait pas de questions. Oui. Et déterministe. Déterministe. Ouais. Ah, c'était pour celle d'avant, d'accord. Très bien, ok. Oui, donc c'est plus un défaut du coup, ok. Bien pour reformuler. Ouais, ça c'est vrai. Moi, je l'utilise personnellement pour reformuler beaucoup. Plus performant. Oui. Donc on va essayer de... Bjog. Oui, aussi. Donc on va essayer, merci beaucoup, c'est très intéressant. Je vois des choses qui apparaissent et qui n'ont pas l'habitude d'apparaître. Donc on va continuer à la suite. Donc le menu du jour, on va voir ce que c'est un IA Coding ou AI Coding Assistant. Ça va être plus simple si je dis IA Coding Assistant, vous m'excuserez. On va découvrir aussi et apprendre ensemble ce que c'est la notion RAG. C'est très important. Voilà. Si je vous montre derrière les IA Coding Assistants sans vous parler de ça, vous allez être perdu très vite. Donc, c'est très important de vraiment partir de la base. On va voir Continuo Dev, notre premier outil open source et libre, TabYAML, Devoxx Genie, qui n'était pas prévu dans le talk, mais je l'ai découvert très récemment et je me suis dit que je vais vous en parler. Un peu les warnings autour des outils d'IA Coding Assistant libre et open source. Et on repartira tous avec un takeaway à la fin, histoire d'avoir une big picture de ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Du coup, c'est quoi un IA Coding Assistant? Avant de parler IA Coding Assistant, on va déjà partir de la base, comme toujours. Donc, l'intelligence artificielle, la capacité d'un système à simuler un cerveau humain, blabla et tout. Ça, on est tous d'accord, ça fait flipper, et on en passe. Ensuite, on a l'IA générative. L'IA générative, c'est un ensemble d'outils, de concepts, qui se base sur des large language models, donc on en a tous entendu parler, base de connaissances, de mots, de vecteurs, de ce que vous voulez, un gros truc où il y a énormément de choses qui peuvent aider à répondre à un être humain aujourd'hui. Et parmi ces IA génératifs, on a les IA Coding Assistant. Je n'ai pas corrigé ici, c'est le seul endroit, à l'époque c'était Code Assistant, mais Coding Assistant. Donc c'est un outil d'IA génératif qui va prendre du texte en termes de code et vous faire des suggestions en termes de code aussi. Libre à vous de refuser ou d'accepter. Ça, c'est pour la partie code completion ou code complete. Aussi, un IA Coding Assistant, il est capable d'intégrer aussi un chat complete. Vous aurez, on va le voir pendant les démos, un chat, vous allez discuter. Là, par exemple, j'ai enregistré ça, j'étais hyper long dans le truc. Donc, je lui dis, c'est quoi la différence entre une array list et une liquid list en Java et là, il me répond. Ça, c'était intégré à directement à mon plugin d'IA Coding Assistant. Donc, il fait les deux, généralement. Dans le marché, vous allez trouver pléthore des outils, surtout très commerciaux. La partie open source et libre, aujourd'hui, moi, je vous en présente 3. J'en vois pas d'autres dans ma veille. Donc les 3 qui, voilà, il y en a 2 qui prédominent, un autre Devoxx Genie qui pointe son nez, mais voilà, Continuo Dev, il est en tête des outils open source et libre. Par contre, côté commercial, on est tous d'accord que GitHub Copilot, il domine largement le marché. Ça, il faut se le dire. Heureusement, malheureusement, c'est un outil très puissant.
Voilà. Donc il va vous aider à être plus productif. Tout à l'heure, on a vu booster, plus performant et tout. Il va s'adapter au contexte de votre code pour vous faire des suggestions qui se rapprochent de votre contexte. Donc, d'où la puissance. Il va vous aider à apprendre de nouveaux langages. Voilà. Moi, je l'avais testé sur Rust, parce que je ne connaissais pas Rust. Et vraiment, j'étais bluffé, parce qu'en 2-3 minutes, j'avais construit un service de login et tout, juste en lui indiquant avec des prompts et tout, et il me complétait à chaque fois. Bon, l'état du code généré, c'était pas waouh, mais il y avait un truc qui marchait. Multi-IDE, Vime, c'est faux. C'est juste VS Code et IntelliJ. VS Code, c'est normal, outil Microsoft. GitHub Copilot, il est Microsoft aussi, donc il s'intègre nativement VS Code. Il gère énormément de langages de développement. Par contre, si vous êtes par exemple dans un avion en business class, vous n'avez pas Internet, vous ne pourrez pas utiliser GitHub Copilot ou Copilot. Parce qu'il faut qu'il aille requêter des modèles de langage qui sont à l'extérieur. Vous ne pouvez pas switcher entre différents modèles de langage. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, on va jouer entre différents modèles de langage avec GitHub Copilot. Certes, vous êtes connecté directement au modèle de langage puissant de GitHub, mais par contre, derrière, vous ne pourrez pas switcher vers du Llama ou du Mistral ou autre. Licence payante, voilà, 19 € par mois pour la moins chère. $10, mais ça a augmenté, c'est à 19 je crois maintenant. Et je l'ai vécu ça dans une entreprise où on a acheté 200 licences et 50 étaient utilisées, donc les 150 étaient payés pour rien. Donc d'où le risque avec ce type d'outil. Et aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire n'utilisez pas GitHub Copilot, surtout sur YouTube, ce n'est pas mes propos. Je vends juste les points d'intention concernant ce type d'outil. Data privacy, voilà, quand vous allez envoyer vos données, ça part direct aux States. Ok, on peut signer des contrats avec des commerciaux ou cocher la case Anonymous. Rien n'est sûr. Et Owner Product, propriétaire, non open source, voilà. Donc vous allez prendre un outil, l'utiliser. Et du coup, pour vous aujourd'hui, est-ce que vous utilisez des IA Coding Assistant? On peut lever la main ou saisir. Lequel, par exemple? Copilot. Copilot. J'ai vu, mais je suis resté sur l'origine. Et on peut changer, je pense pas qu'on peut, c'est Ollama uniquement. Oui, mais via le provider Ollama, je crois. Directement sur Claude? Ok. Ouais. Claude, il n'est pas open source, non. Non. Donc, alors, Copilot, JetBrains, AI, ouais. Ok, super. Donc, vous êtes dans le bon talk, on va dire. Je vais essayer de vous convaincre sur d'autres outils. Ok, le RAG. RAG, est-ce que tout le monde sait ce que c'est un RAG? Qui ne sait pas ce que c'est un RAG? Par lever de main. Voilà, très bien. Okay. Alors, RAG, la première fois quand j'ai découvert ça, et même quand on pose la question à des gens, ils disent Retrieval Augmented Generation. Et ils vous regardent comme si c'était clair. On est d'accord que là, c'est pas fameux encore. Je suis sûr que si j'avais découvert le concept avant, j'avais mis Rafik Augmented Generation, peut-être mon prénom aurait été dans l'histoire, quoi. Voilà, donc c'est ça sur quoi je lutte, c'est que les mots ne veulent rien dire aujourd'hui. Donc on va partir de la base. Il ne faut pas que je m'éloigne apparemment. Donc, pour construire un RAG, comment ça se passe et comment ça s'utilise? Simplifier au maximum. Hein. On a des données externes, des documents, des données. Ok? On a ce qu'on appelle les modèles d'embedding. Eux, leur rôle, c'est quoi? C'est prendre vos données que vous allez donner en contexte, et on va voir tout à l'heure. C'est-à-dire, si vous faites du Java, vous allez donner un peu, peut-être en donner une partie du site d'Oracle ou des choses comme ça, ou du code qui existe pour vous ou qui contient des bonnes pratiques. Vous allez lui donner des données par rapport à votre contexte pour que l'outil sache pour qu'il se rapproche le maximum possible de vos
dans les réponses de votre contexte. Pertinence, quoi. Donc le embedding model, il va prendre vos données, il va les vectoriser. Il va les stocker dans ce qu'on appelle embedding store. Aujourd'hui, vous avez Qdrant, Chroma, Pinecone, voilà, c'est les plus utilisés. Les IA Coding Assistants, il y en a qui font du local fichier indexer, on va le voir. Mais ils vous permettent aussi de vous brancher sur des vraies bases de données vectorielles. Maintenant, on se dit, ouais, ok, super, on a nos vecteurs depuis nos données, à quoi ça sert? Quand l'utilisateur va émettre une query. Aujourd'hui, si vous utilisez ChatGPT, vous allez écrire quelque chose, donne-moi la différence entre React et Vue.js par exemple. Ici, je dis, est-ce qu'un bon développeur doit utiliser UML? C'est pas le débat d'aujourd'hui, mais voilà. La requête, elle est envoyée à un API, un tool, un lib. Dans notre cas, le tool, ça va être les IA Coding Assistant. Je transmets une question via le chat ou du code. La query, elle est envoyée, c'est le embedding model la prend, il la vectorise, et ensuite il y a une recherche sémantique qui est faite sur l'embedding store. L'objectif, c'est de sortir un contexte qui va aider la requête avant d'être envoyée au LLM. Donc, de ce fourre-tout, on va dire, on va sortir avec un contexte qui va être ici, UML, c'est Unified Model Language, c'est un langage modélisation standard. C'est des exemples, hein, simplifiés. Et donc, au lieu d'envoyer que la query, parce qu'on a le mot UML, imaginons un LLM qui n'est pas très puissant, il risque de ne pas connaître UML et de vous répondre n'importe quoi. Là, on envoie contexte et query et ce qu'on appelle un prompt. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui me disent « Ouais, file-moi ton prompt pour que je le réexécute. » Non. Prompt, tu veux dire quoi? En fait, le mot, on emploie des mots, mais on ne sait pas ce que... Voilà, on a entendu juste quelqu'un le dire et on le redit. Le prompt, c'est ça, c'est la contexte et la query. Voilà. Un prompt, ça peut être qu'une query. Ça peut ne pas être un contexte. Un contexte ne peut pas aller seul. Il y a toujours une query, un minima. Et ensuite, on a la réponse de est-ce qu'un bon développeur doit... Voilà. Moi, entre 2010 et 2012, je disais oui à cette question. Voilà. J'avais un prof qui nous disait UML. Voilà. Des profs qui nous disaient. Maintenant, aujourd'hui, je dis pas non, je dis pas oui, c'est pas le débat. Mais c'était pour expliquer un peu le RAG. Est-ce que c'est clair? Vous avez des questions? Voilà. Donc, le RAG, en fait, si on simplifie, par rapport à la définition qui est là, c'est un helper, en fait. Il vient vous aider à contextualiser les requêtes de vos utilisateurs pour qu'ils soient le plus pertinent possible, votre LLM derrière. Tout simplement. Ça va? Très bien. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'interrompre. Maintenant, on va rentrer dans le premier. L'année passée, je faisais ce talk uniquement axé sur Tabi. Et cette année, je l'ouvre à tous les IA open source, IA Coding Assistant open source et libre qui existent. Et Continuo, je l'ai découvert il y a quelques mois. Et d'où l'existence dans le talk aujourd'hui. Je l'ai appelé le client tout en un. On va voir pourquoi. Donc Continuo, lancé en 2023. Il y a 2 fonds d'investissement qui encouragent les startups, Heavybit et Combinator, qui sont derrière Continuo. Open source, il y a vraiment des fonctionnalités sympathiques, on va les voir, et il est développé en TypeScript. Je reprends un peu les mêmes choses que GitHub Copilot, parce qu'il fait énormément de choses. Et avec Continuo, Internet devient optionnel. On va le voir, c'est que vous allez avoir besoin d'Internet. Si vous avez un peu de GPU, bonne GPU sur votre ordinateur, vous allez avoir besoin d'Internet pour télécharger un LLM sur votre poste. Et après, c'est fini. Vous n'avez plus besoin d'Internet pour travailler, pour faire du IA Coding Assistant en local. Flexible LLM, donc on va switcher entre différents modèles de langage. Libre, c'est gratuit, à un certain degré. Je vais vous dire quand il devient payant, parce que ceux qui développent ça, ils doivent vivre et nourrir leurs enfants. Data privacy, on peut mettre sur un serveur en local, donc la donnée elle ne part nulle part. Et open source. Et il y a une chose, c'est local config only, parce que là on est vraiment local développeur. Il y a moyen de centraliser la configuration, je vais vous montrer, mais
on reste vraiment local développeur niveau configuration. Il n'y a pas un serveur central qui va centraliser la configuration autour de Continuo. Donc, overview, qu'est-ce qu'il offre? Un config.json qui est la configuration centrale de Continuo. C'est elle qui dicte comment Continuo doit fonctionner. Plugin natif sur VS Code. Et ensuite, il s'est propagé à IntelliJ. Il y a moyen de fournir les contextes. Vous vous souvenez dans le RAG tout à l'heure, tout ce qui est data, machin, on peut lui filer aussi. Donc, il prend ça. Les action shortcuts, c'est les raccourcis sympathiques. Donc, si vous avez des longs prompts, au lieu de les taper à chaque fois, donc il intègre une fonctionnalité, on peut faire des raccourcis. Et on peut éditer le code directement dans avec le chat, on va le voir en démo. Donc il fait du chat complete, soit en remote, et je vous ai mis ici les modèles conseillés préconisés par Continuo, ou en local, avec du Llama ou du DeepSeek. Il fait du code complete, donc Qwen et Codestral. Voilà, Made in France. Petit clin d'œil. Et les embeddings, donc on peut faire du embeddings avec Voyage AI ou du Nomic Embed Text. Nomic Embed Text, là que je mets, il est très utilisé dans le monde open source en tant que modèle embedding pour vectoriser le contenu du contexte qu'on lui fournit. Ok. Il y a la notion de re-ranking. C'est pas que je veux pas vous la présenter. Je me suis intéressé que récemment. Donc, en gros, c'est que quand il y aura de la recherche sémantique en vecteur, il y a encore un modèle qu'ils ont mis en place, eux, qui va faire du re-ranking. C'est-à-dire que si la recherche sémantique, elle retourne 3 résultats, 1, 2, 3, il y a un modèle de re-ranking qui réanalyse ce classement pour peut-être réoptimiser un peu plus les résultats. Mais aujourd'hui, je ne vais pas accentuer dessus parce que je n'ai pas assez d'éléments pour être plus précis et plus pertinent dessus. Et il y a la notion de tools action où il va prendre un peu le contrôle de votre IDE pour faire des choses, ouvrir des fichiers, analyser et tout. Donc ça, c'est aussi sympathique. Donc, démo. On va commencer avec Continuo. Donc, alors, vous voyez bien, je vais zoomer peut-être. Ça va comme ça? Très bien. Peut-être le chat, ouais, je sais pas comment le... Tac. Très bien. Donc ça, Continuo, c'est très simple. Là, je suis sur un IntelliJ. Pour l'installer, c'est très simple. On va dans les plugins, Continuo, on installe et terminé. Donc là, comme je disais dans la démo, dans la présentation, il y a un fichier qui s'appelle config.json. Et ce fichier va englober, c'est la config centrale. Okay. Donc par défaut, ils vous mettent celui-là, le Llama 3.2. Donc le Ollama, c'est quoi? Ollama, c'est un peu le marketplace des LLM. Donc Ollama, c'est un provider. On va lui dire, installe-moi tel modèle de langage, installe-moi tel modèle de langage, on va le voir. Et ici, il va me lister un peu tous les modèles de langage que j'ai installés sur mon Mac aujourd'hui. Comment ça se passe? Donc vous avez... Attendez. C'est pas ça. Vous avez Ollama ici. Je vais écrire un screen. Donc... ça va comme ça. Donc pour installer Ollama la première fois, vous pouvez faire vos courses en termes de modèle de langage. Donc ici par exemple, Ollama ça s'installe, ça se télécharge, voilà, il s'installe dans le pass. Et après vous pouvez lui dire Ollama run. Et si vous avez besoin du Qwen 2.5 par exemple, il va aller le télécharger pour vous. Donc la première fois, c'est la seule fois où vous allez avoir besoin d'Internet. Moi je l'ai déjà fait, j'ai pas pris les risques parce que je me suis dit souci d'Internet et tout. Là, je peux communiquer déjà avec le modèle de langage pour vérifier que tout roule. Okay. Mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est un modèle de langage à utiliser via le chat. Okay. Donc là, je vais quitter. Je reviens sur Continuo. Et dans Continuo, ce qui est cool, c'est que je peux
lui dire Add Chat Model, il va me proposer tous les... Vous arrivez à voir un peu, ça va? Ici, il me propose un peu tous les providers qui proposent des modèles de langage. Vous avez du Anthropic, voilà, pour Claude. Vous avez du Azure, si vous avez une instance Azure qui tourne, du Mistral, du OpenAI, du Ollama. Et plein d'autres, voilà. Ici, je vais cocher par exemple Ollama et lui dire Autodetect. C'est-à-dire il va autodétecter ce qui est installé sur mon Mac. Connect. Et là, voilà, il a détecté que j'ai du Qwen 2.5 codeur et ainsi de suite. Donc pour le chat modèle, je vais lui dire je vais utiliser celui-là. Et je peux commencer à discuter. Voilà, par exemple. Et là, je peux lui dire diff entre list et linked list en Java. Vous pouvez, voilà, il va... Par contre, Qwen, il sait parler qu'en anglais. C'est pour ça que je lui pose en français, il répond en anglais. Mais vous pouvez utiliser du Mistral et tout. Donc là, c'est typiquement, je suis en local. Je peux désactiver le Wi-Fi si vous voulez, mais je suis en local. Alors, j'ai juste un anti-sèche pour ne pas me perdre dans les démos. Donc, maintenant, si je veux utiliser un modèle en remote, ok, je reviens sur ma config et je vais rajouter, ça c'est mon API qui est à moi, où il y a 2 $ dessus, donc vous pouvez screen, il n'y a pas de souci, et elle va vite être absorbée. Donc là, je lui dis, je veux utiliser sur OpenAI. Donc, je n'ai pas besoin de mettre une URL ou un truc comme ça. Je lui dis, provider OpenAI, il sait qu'il doit se connecter à OpenAI en remote. GPT, je veux utiliser GPT-4 Omni. Et voici l'API key. Dès que j'enregistre, je retrouve dans la liste, ici. Ouais. Donc, GPT-4 Omni, il est là. Et je peux commencer à l'utiliser. Donc, j'ouvre une nouvelle session. Il est configuré. Voilà. Si Internet marche bien, nickel. Voilà. Hello World. Hello World en Java, par exemple. On est au Jug, donc on fait honneur à Java. Voilà. Donc quelqu'un qui ne connaît pas Java, tac, vous avez un truc. Ça va jusqu'à là? Donc là, on a vu les deux modes où je suis en local, je suis en remote. Et je peux switcher entre différents modèles de langage. Donc ce qui est cool, c'est qu'il y a des modèles de langage aujourd'hui open source et libre qu'on peut télécharger. Là, j'ai utilisé du Qwen 2.5 pour la partie chat, 1,5 billion de paramètres, très léger. Donc un peu de GPU, ça gère ça directement. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ensuite, on va passer au autocomplete maintenant. Autocomplete, c'est le code complete du coup. Oui. C'est ça, exactement, ouais. Après, l'avantage par rapport à Ollama en direct, je vais vous le montrer à la fin de la démo de Continuo, c'est que je peux lui faire parvenir du contexte. Et il peut aussi agir sur le code. Voilà. Mais là, et tu as raison de le dire, c'est que je reste basique pour le moment. Ok, maintenant l'autocomplete. Donc là, si j'ai envie de prendre du Qwen 2.5 codeur 1.5b, là, c'est un modèle de langage spécial pour le coding. L'autre, c'était pour du chat textuel. Là, c'est orienté coding. Donc là, je vois qu'il marche bien. Je reviens sur ma config et j'ai la balise tab autocomplete model dans lequel j'ai configuré le modèle de langage que j'ai téléchargé grâce au provider Ollama. Je lui filais juste un petit prompt, lui dire tu es un expert développeur. Voilà, on te donne une tâche, tu réponds concrètement à la tâche, tu ne réfléchis pas trop et ainsi de suite. Donc ici, vous pouvez mettre des choses contextuelles à votre entreprise, à votre entreprise particulière ou pas. Maintenant, comment ça marche? Si j'ouvre Continue la utils, j'espère ne pas avoir d'effet démo. La première des choses sympas, c'est qu'on peut faire, par exemple ici, validate, on peut faire un commentaire. Attendez, j'agrandis peut-être un peu.
Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça peut-être. Du coup, là, dès que je fais le commentaire, il sait que je veux une méthode qui valide un pattern mail, il me le propose. Là, il me dit, ah tiens, tu veux pas valider un password en input? Ouais, pourquoi pas. Et là, par exemple, si je commence à faire du public statique boolean validate phone number, par exemple, il me dit, il te faut un phone number en entrée, et voilà. Donc, et si je lui dis French phone number, par exemple, donc là, j'efface ça. Voilà, il me sort quelque chose de ce type, parce que j'ai juste précisé French. Voilà, donc là, c'est du autocomplete basique. Et bien sûr, si vous avez du code tout prêt, il peut contextualiser par rapport à votre code et vous proposer du contexte lié à votre code. On va le voir pour le refactoring tout à l'heure. Maintenant, on va voir la partie embeddings. Donc, comme je le disais, Nomic Embed Text, il est très utilisé. Donc ici, si je le run, ouais, ok. Donc là, je l'ai déjà installé. Si je prends par exemple, pour vous montrer la tête de vecteur, à quoi ça ressemble. Là, j'ai un curl qui dit, vous avez pas, attendez, je la colle, ça va être plus grand. J'ai un curl qui dit que de faire du embed en utilisant ce modèle avec le input why is the sky blue. C'est comme tout à l'heure Scramble Developer Fader. Donc cette question, elle va être vectorisée pour une recherche sémantique. Et ça ressemble à ça des vecteurs. Voilà. Donc à chaque fois que vous posez des questions à ChatGPT aujourd'hui, sur des tonnes de textes, figurez-vous que c'est ça qui est en train d'être vectorisé. Il y a de la recherche sémantique derrière qui est faite et ça vous répond derrière. Bonjour la planète, mais c'est comme ça. Et pour le contexte niveau continue, il nous permet de le faire. Donc si je reviens sur ma config, ici, donc je peux trouver un coin où je peux mettre des contextes. Donc la diff, ici, le premier contexte, diff, c'est que vous pouvez utiliser vos commits, Git par exemple, comme contexte et lui poser des questions dessus. Très utile quand on veut savoir ce qu'un collègue a fait et tout. Je lui dis, ah ouais, par rapport à tel commit, qu'est-ce qu'il a fait? Sans que j'aille lire le contenu et tout. Les folders, le codebase. Donc le codebase, ça peut être utilisé en tant que contexte. Et là, le doc, ce qui m'intéresse aujourd'hui pour la démo, je peux spécifier des docs. Donc ici, je lui dis, prends les 25 articles que tu trouves quand je cite doc. Et doc, c'est quoi ici? Je suis développeur Vue.js. C'est pas vrai, mais si j'étais développeur Vue.js, ça m'intéresserait qu'il ramène un peu le site officiel de Vue.js jusqu'à une profondeur de 3. Je suis développeur React, la même chose. Ici, je suis en train de construire mon RAG. Vous vous souvenez les 3 trucs en bas? Je suis en train de lui filer pour qu'il prépare l'embedding store. Comment je sais qu'il est en train de bien faire le boulot? C'est ici. Donc, si j'enlève ça, il va enlever React. Voilà. Si je le remets, il va le remettre. Il va réindexer. Vue.js, il l'a fait tout à l'heure quand je préparais la démo. Hier et avant-hier. Mais là, React, il est en train de le faire. Et Internet, je crois que... Ah si. Mauvaise langue. Donc là, il est en train de ramener un peu jusqu'en profondeur 3 le site de React et le contextualiser, le préparer pour que je commence à lui poser des questions dessus. OK? Donc ici, ce qui est cool, c'est que je peux dire maintenant Vue.js, doc. Et là, vous voyez, il me propose en tant que contexte Vue.js. Je peux lui dire Hello World dans Vue.js. Du coup, au lieu de... Oui, pardon. Très bonne question. Je ne me suis pas attelé dessus, mais en gros, vous savez, sur Internet, sur un site Internet, vous avez des chemins, des sous-chemins. Donc lui, il ne va pas aller jusqu'à avoir tous les fichiers. Donc il va s'arrêter vraiment à une profondeur, on va dire un répertoire 3. Donc là, par exemple, si je ne lui avais pas filé le contexte Vue.js, il aurait un peu de mal. Peut-être il aurait halluciné, m'aurait proposé n'importe quoi. Mais quand je lui ai donné ça, donc grâce au Embedding Store,
Et grâce à ma requête Hello World, qui a été vectorisée, recherche sémantique, ah, il veut du code Hello World, ça se trouve là, tac, tiens. Pardon? Ça- là, je suis toujours en 4 homini. En fait, c'est 4 homini, lui, il a reçu la requête, il a reçu Hello World, ça, pardon. Alors, je reviens ici. Donc, il a reçu Hello World, plus un contexte qui lui permet de dire comment on fait Hello World en Vue.js. Et grâce à ça et grâce à ses connaissances, il peut méditer une réponse structurée. Voilà. Donc c'est un Katomini là, c'est pas lui qui a contextualisé, c'est pas lui il a rien fait en fait. Il attend un prompt composé d'une requête et d'un contexte. C'est plus clair? Ok. Maintenant, anti-sèche, on va voir les action commands. Ça, c'est intéressant aussi dans Continue. Je reviens. Donc, les commands, c'est très simple. Vous avez les slash commands proposés directement intégrés dans Continue Dev, comme le commit. Par exemple, ici, si je tape slash commit, derrière, il y a tout un prompt qui n'est pas visible là, mais qui est géré par Continue. Donc ici, je fais un slash commit et normalement, il va me proposer un peu un commit message ici sur le diff de ce que j'ai déjà commité et mes changements. Voilà. Donc derrière, il faut que je lise parce que on le vit aujourd'hui en entreprise, les commits, c'est pas le truc le plus cool que les développeurs veulent faire, quoi. Donc ça peut être un helper. Voilà. Mais derrière, on doit prendre le contrôle. On doit relire pour ne pas faire un copier-coller tout bête. Je peux faire aussi un truc. J'ai un code tout pourri ici. Voilà. Donc ici, ce que je peux faire, je peux lui dire... on va basculer sur VS Code, pardon, parce qu'elle n'existe pas cette fonctionnalité dans IntelliJ. Donc, est-ce que ça... Voilà, cool. Donc ici, c'est un code tout pourri. Ce qui est cool avec Continue, c'est qu'on peut sélectionner ça, lui dire Command Shift I, et lui dire Refactor. Vous voyez à gauche, là, en haut à gauche, je suis en train de lui dire Refactor-moi ça. Et là, il va prendre normalement le contrôle et commencer à refactorer. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Du coup, je refais. Ah, peut-être lui donner 2, c'est perdu. Ok. Donc, je redonne ça. Refactor. Voilà. Là, tout à l'heure, je lui ai donné 2, donc il s'est perdu. Là, on est en train d'essayer de refactorer. Et à la fin, il me dit, j'ai fini, est-ce que tu veux accepter ou rejeter? Voilà. Moi, je vais dire, ok, j'accepte. Il a mis des switches et tout. Sympa. Moi, ça ne me suffit pas. Parce qu'il y a des opérations d'addition, de multiplication. Je lui dis, tu peux pas faire un effort et me les faire en... Du coup, je generate refactor with Java method. Voilà, donc il a refactorisé. Donc je peux tester unitairement chaque méthode en la remettant en protected et tout. Donc voilà, j'ai un truc qui roule. Voilà. Après, bien, pas bien, il faut aller relire et tout. Je vois qu'il a pas réussi, par exemple, à me mettre ça peut-être en constant, des choses comme ça. Mais c'est déjà sympathique, quoi. Si je reviens, la version de Java que tu utilises, en contexte peut-être. Ouais, pour le switch case. Ouais. Alors, on va tenter. On va tenter. Refactor. C'est-à-dire, toi, tu veux le dernier switch de Java? « 21 » On va tenter. J'ai pas tenté. Hein. Est-ce qu'il a fait mieux ici?
code initial. Ok. Peut-être lui filer en contexte. Si on lui file un contexte, il va mieux savoir. Et ça, c'est un très bon exemple de... On voit très bien que si on ne lui donne pas à manger, bah, il ne sait pas quoi. Et ça nous rassure. Pardon? C'est-à-dire, je lui dis refactor with lambda expression. Du coup, refactor switch with lambda expression. Ah, il sait pas. Donc ça, honnêtement, moi je le prends comme une assurance. Parce que du coup, si je lui dis pas que je suis en Java 21 ou 17 ou précisément ça, il reste sur un truc tout basique, quoi. Donc il reste sur des connaissances à lui uniquement. D'où l'avantage de l'humain sur ça aujourd'hui. Ok, bah, on a tout vu. On peut passer maintenant à la suite des slides. Donc ça. Après, voilà, je vous ai pas tout montré parce que sinon je vous prends toute la nuit. Mais il y a toute une doc sur Continua. Elle est très bien remplie. Pour moi, elle est pas bien structurée parce que c'est un peu des fois un fourre-tout, mais c'est très riche, quoi. Il offre vraiment des fonctionnalités assez avancées pour faire du RAG avancé, des choses comme ça. Donc si vous voulez tester, allez-y. Ils ont des free trials. Donc là j'ai utilisé 4 Omni, ma licence et tout, mais ils ont des free trials que vous pouvez utiliser et jouer. Oui. Plus Tabi, mais oui, de temps en temps. Alors la question c'est en termes de benchmark, qui est meilleur entre Continue, enfin est-ce qu'il y a un benchmark qui existe entre Continue Dev et Copilot? Ça, je n'ai pas à ma connaissance d'études sur ça, non. Mais je connais des gens, je te filerai des gens enfin des personnes qui existent sur LinkedIn qui font ce type de bench, si tu veux les suivre. Mais aujourd'hui, je n'ai pas ça dans mes éléments, non. Ok, on revient sur les slides. Je ne sais pas si on est à la bout ou pas. Mais... Du coup, on a vu Continue. C'est le plus riche des trois en termes de fonctionnalités. Et je ne vous ai pas tout montré. Hein. Je vous ai montré vraiment les fonctionnalités principales. Bon, c'est pas grave. Je vais continuer avec le clavier. Du coup, là, on va voir TabiAML. TabiAML, je connais mieux parce que c'était mon talk de l'année passée. Donc TabiAML, TabBy, il a été nommé comme ça, TabBy pour la touche tabulation à chaque fois pour l'autocomplete. Donc outil open source et self-hosted, c'est-à-dire lui il ramène le côté, il y a moins de fonctionnalités côté client, par contre il a la notion de self-hosted. On va voir ça. Lancé en 2023, donc très jeune comme Continue, open source, hautement customisable, on va le voir, et écrit en Rust. On reprend un peu les mêmes choses, on rajoute juste Vime, ici. Ok, il y en a qui disent ouais c'est une blague, mais ça existe. Il y en a qui disent que ça existe et que ça marche bien sur Vime, parce qu'il y a des gens qui font du Vime toujours, donc il faut penser à eux aussi. Il gère énormément de langages de développement, comme Elixir, Lua, des langages pas très connus, mais il peut aussi faire de l'autocomplete dessus. La même chose que Continue, Internet optionnel, Flexible LLM, Free, Data Privacy et le Cost Management, je l'ai rajouté parce qu'on va le voir qu'il y a un Usage Analytics qui est fait et qu'on peut suivre l'adoption vraiment au niveau entreprise de ce type d'outils. Continue aujourd'hui, il n'y a pas moyen de suivre comment l'adoption se fait de l'outil au niveau entreprise. Et shared config, c'est-à-dire Continue, il permet le config JSON là que je vous ai montré, on peut le mettre dans un repo central, dans un repo Git ou autre, mais par contre là, il faut avoir la licence Continue. Il faut payer pour centraliser la config. Nous, en tant que Rex Harvest, ce qu'on avait fait, c'est fait un script qui part chercher depuis Git et qu'il recopie en local. Et du coup, le développeur, il a toujours accès à cet outil. Je dis pas qu'il faut verrouiller le développeur,
Mais dans une boîte de 500, 1000, 10 000 personnes, c'est bien aussi de centraliser les choses et professionnaliser les choses, on va dire. Tabi, non, il ramène un côté serveur et un côté client. On va le voir. Donc, overview. Et là, attention les yeux. Tabi, il y a la partie client, plugin, qui tourne sur du Node.js. Donc, pour installer le client, il faut avoir Node.js préinstallé sur son Mac, sur Windows et autres. Donc, il s'intègre à IntelliJ, VS Code, Vime et tout éditeur, dont Emacs. J'ai testé sur Emacs parce que y en a qui font aussi de Emacs. C'est marginal aujourd'hui, je pense. Il y en a qui font toujours du Emacs. Ouais, moi j'en fais de temps en temps, juste pour me remémorer les bonnes années, mais voilà. Donc j'ai testé, j'ai joué le jeu, mais ça marchait pas. Donc j'ai signalé à l'éditeur et voilà, ils disent que ça doit marcher. Du coup, j'ai pas accentué ça, mais il y en a qui disent que ça marche. Il se base sur une config au format TOML. Donc là, JSON pour Continuo, TOML pour Tabi. Context Provider, RAG, Caching Strategy. On peut éditer le code directement dans l'IDE. On va le voir en démo. Et ensuite, là, on a la notion de Tabi Server. Donc, c'est une autre instance qu'on va instancier qui va centraliser un peu la config, config TOML aussi, tout ce qui est usage management. Donc, on peut être différents utilisateurs référencés dans ce Tabi Server pour suivre un peu comment est fait l'adoption du IA coding. On peut contextualiser directement, c'est une IHM. Hein. Donc dans Continuum, je me tape tout à la main sur Tabi, un serveur central, on configure tout et ça roule. Je vais vous montrer tout ça. Local déploiement, donc si vous avez un Mac via Homebrew ou du Docker sur du Windows ou autre, donc c'est totalement réalisable. Vous pouvez directement instancier Tabi Server. Et Cloud Deploy si on veut aller sur du modèle ou autre, mais ça c'est optionnel. Chat Complete, du local, je vous ai mis quelques-uns qui sont préconisés, et le remote, si on veut se connecter à du remote. L'apport avec Tabi, c'est que là, pour continuer, j'ai dû utiliser Ollama pour ramener un modèle de langage en local. Avec Tabi, on va voir, en ligne de commande, je lui indique le modèle que je veux et c'est lui qui va aller le chercher et me l'installer en local. Je ne passe pas par Ollama ni rien du tout. Et si je veux utiliser des modèles de langage spécifiques qui ne sont pas gérés nativement par Tabi, ben je passe par la configuration remote. Et le remote, vous avez du Claude, du OpenAI et tout. On va le voir un peu ça en démo. Il fait du code complete, la même chose. En local, il y en a qui sont préconisés, en remote. Et le embeddings pour la partie base vectorielle. Là, je vous ai mis juste un extrait de leur site. Si vous voulez exécuter ça en local pour des modèles de 1 à 3B, il vous faut du NVIDIA T4 minimum, 10 series, 20 series ou du Apple Silicon M1. Moi, aujourd'hui, j'ai du M3, donc il fait largement l'affaire, quoi. Ça va? Ça pique? Ça va? Ok. Très bien. Du coup, démo. Démo sur Tabi. Donc Tabi, il faut que je switch. Donc ici, ce que je vais faire, je vais aller dans les settings. Je vais disable continue et activer Tabi. Ok, donc là, je vais revenir sur... du coup, là, ce qu'on va voir, c'est la partie Tabi Server. Donc je vais arrêter Ollama parce qu'il roule sur le même port, pardon. Et je vais lancer Tabi. Je vais clear screen. Donc ici pour lancer Tabi, c'est très simple. Donc on a une commande Tabi serve device metal parce que je suis sur un Mac. Et je lui indique modèle d'autocomplete de code. Je vais utiliser starcoder 1B. Je ne l'ai pas inventé, c'est recensé listé sur leur site. Je vais vous montrer. Et le chat modèle. Ben, j'utilise Qwen 2 1.5b. Voilà. Des trucs tout petits qui vont bien rouler. Je sais que le M3, il peut gérer jusqu'à du 10b, 13b, mais c'est juste pour la démo aujourd'hui. Donc je lance. La première fois, si vous les avez pas, il va télécharger les LLM et les déployer en local pour vous.
Donc, on ne passe pas par un provider tiers. Par contre, il ne gère pas tous les LLM du marché. Donc, certains sont gérés directement par Tabi. Et si on veut avoir d'autres LLM qui ne sont pas gérés par Tabi, on passe par une configuration remote. Donc là, je vais aller sur localhost. Vous arrivez à voir, ça va? Donc, je vais m'authentifier. Donc, la première fois, on crée un compte si on n'a pas. Donc là, c'est l'interface de Tabi Administration. J'ai un petit chat complete qui se base sur le modèle que vous avez vu tout à l'heure. Et comme je vous ai dit, la liste des modèles, je ne les ai pas inventés. Là, pour le chat le code complete, j'ai utilisé Starcoder 1B, parce qu'il est listé là. Je pouvais utiliser jusqu'au Mistral, Codestral 22B, dont tout le monde parle aujourd'hui, apparemment, c'est très puissant. Je n'ai pas testé encore. Et vous avez pléthore. Pour le chat modèle, dans la commande, j'ai utilisé celui-là, le coin 2.5.1.5b instruct. Et pour le embedding, là, je ne l'ai pas fait, mais par défaut, il prend le nomic embed text Tabi. Voilà, ça c'est les modèles si vous n'avez pas envie d'avoir un Olama en local comme je faisais tout à l'heure avec Continuo. Et si vous voulez référencer, comme je disais, des choses qui ne sont pas listées là, bah, lui il gère en mode remote une pléthore de comme Continuo, hein, pléthore de modèles de langage ou de providers. Et parmi eux, il y a Olama par exemple. Donc je pouvais faire du Olama et passer par la même config que pour Continuo. J'ai juste à dire que Olama Completion, le modèle que j'ai, où il est déployé en local, et un prompt template si je souhaite. Ok. Oui, bien sûr. Exactement. Exactement, ouais. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'on fait chez Harvest aujourd'hui, je vais vous en parler. Donc si je veux voir où il est installé, bah, par rapport à ta question, donc ici, si je veux dans Models, bah, je vois qu'il les a mis là. J'ai joué moi, donc il y en a du 7B et tout, mais là pour le 1B il est là, et pour le Qwen 1.5B il est là. Voilà. Donc si je repars dans le IDE, je fais un reload. Oui, ça c'est un élément important, c'est l'authentification code. C'est que là, Tabi Server, on l'a instancié, et quand les développeurs veulent se connecter au Tabi Server, ils ont un token à mettre dans le plugin. Donc si on va dans la configuration du plugin, j'ai un espace token ici, je le mets, et là, tout va bien. Je l'ai changé, c'est pour ça qu'il était en erreur. Donc ici, il me propose des prompts par défaut. Ici, je peux dire tester, par exemple, voilà. C'est très rapide parce que tout est en local. Voilà. Donc, Hello World, allez, en quoi? En Rust, par exemple. Ah, il ne sait pas ce que c'est Rust. Ok, Hello World, c'est ce qu'on appelle une Rust language. Voilà, donc j'ai dû préciser Language Development pour qu'il me file ça. C'est très minimaliste parce que j'utilise un langage de modèle assez petit, quoi. Donc ça, c'est pour la partie chat model. Maintenant, pour la partie code complete, c'est la même chose que Continuo tout à l'heure. Donc je peux avoir un commentaire comme ça. Il va me proposer des choses. Sachant qu'il va jamais vous proposer la même chose. À chaque fois que je lui demande, il change tout le temps de choses. Par exemple, là, qu'est-ce qu'il va me proposer? Voilà. Là, lui, il me dit directement validate phone number. Tac. C'est des utils assez connus, donc il n'y a pas de surprise. Ça, c'est pour la partie code complete. Maintenant, allons tester le refactoring. J'ai pas de utilisation avancée comme dans Continuo. Du coup, ici, je vais faire un clear. Pour Tabi, ce qu'on peut faire, on peut lui dire... Ah, pardon. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai sélectionné, je fais un command Shift-J
Et vous avez vu, il l'a mis ici, en bas à droite. Vous arrivez à voir? En bas à droite, il a mis le contexte que je suis en train de lui indiquer sur le code que j'ai mis. Et là, je vais lui dire refactor. On va le tester avec with the lambda refactor switch. Expression. Du coup, il m'a mis ça, donc ce qui est cool, je peux sélectionner tout ça, virer et remplacer. Bam. Il a juste... voilà. Est-ce qu'il est mieux que tout à l'heure? Non. C'est un peu la même chose, vous voyez? Donc si on ne lui donne pas assez de contexte, ben, il va toujours ne pas savoir. Donc voilà pour la partie Tabi. Et derrière, ce que je peux faire aussi, c'est générer les tests. Je ne vous ai pas montré comment générer les tests sur Continuum, mais on peut le faire ici. Donc là, par exemple, je peux lui dire generate test. Donc il va me proposer des choses. Je le laisse faire. Je vais générer ma classe de test. Et j'espère qu'il y aura des petites erreurs comme quoi on est bon en termes de... Donc non, il prend tout. Donc je lui vire et je prends ça. Tac. Ouais, j'ai viré le package. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, c'est pas le même nom de classe. Je sais pas pourquoi il est resté sur... Bref. Donc les imports, il s'est trompé. Perform action, j'avais pas de perform action. Là, il s'est raté. Effet démo, malheureusement. Peut-être on reviendra sur Continue Dev tout à l'heure, mais on va dire qu'il a essayé, mais j'ai un effet démo. Alors, pourquoi il s'est trompé ici? Calculateur. Ah oui, c'est calculateur bug. Donc il se trompait juste sur le nom de la classe. Ouais, ok. Donc si je fais ça... Voilà, j'ai quelque chose. Là, il signale utility class. Ouais, il a instancié une classe utis. Donc là, c'est pas très très bon parce que j'utilise pas un modèle très puissant et en plus, tous les tests ne passent pas. Donc, c'est un exemple aussi pour dire que derrière, il vous a pendu une idée de test. Voilà, parce que j'utilise pas un langage de modèle assez puissant, mais on peut repasser derrière pour faire des choses. Voilà, il faut le prendre comme ça, de ce côté-là. Donc, je reviens sur Tabi Server. Et ici, il y a le Usage Analytics. C'est-à-dire, vous avez un suivi de comment est fait l'adoption du IA Coding Assistant au niveau entreprise, par exemple, ou vous-même. Par exemple, là, il me dit 70% acceptance rate, c'est-à-dire j'ai accepté 70% des propositions qu'il m'a fait sur l'autocomplete. Si je veux aller plus loin, j'ai un report ici. Et si on est plusieurs développeurs, la Rafik Ferouk, si on est 100 dans l'entreprise, je peux voir un par un comment il fait avec l'IA Coding Assistant. C'est pas de la police, c'est pas fliqué, mais c'est utile pour voir comment on adopte ce type d'outil en entreprise. Si on voit 10% d'acceptance rate et qu'il y a 100 requêtes par jour, on va se poser des questions, quoi. Donc on va se dire que qu'est-ce qui se passe? Sur Continuum, il n'y a pas ça. Cette acceptance, en fait, elle est mesurée comment? À un moment donné, on lui dit si on a accepté sa proposition, c'est quand tu fais le copier-coller en fait, dans la page, comment c'est qu'on a accepté? C'est dans le code complete ici. Quand tu écris ton code, ici, il m'a proposé quelque chose. Si je la refuse, ça fait réduire le pourcentage, sinon ça fait augmenter. Ouais, c'est plus par rapport à ça. C'est vraiment sur le code complete. Et je peux cibler par langage. Nous, par exemple, chez Harvest, on est très hétérogène en termes de technologie. On a du .NET, du Java, du Python et du PHP. Donc ça m'est utile pour suivre un peu l'adoption par technologie aussi. Si j'arrive un matin et je vois que c'est tout gris, c'est que personne n'utilise l'outil, c'est qu'il y a un problème.
aussi. Donc voilà, il ramène quelque chose que les deux autres ne ramènent pas. Pour la partie context provider, du coup, au lieu de manipuler des fichiers, je peux indiquer des repos Git. Sur Continue, on peut indiquer aussi des repos Git comme contexte. On peut avoir du GitLab, du GitHub. Donc je peux indiquer des repos GitHub comme repo contexte. Voilà. Si vous connaissez un repo GitHub qui a des bonnes pratiques de code, des choses comme ça, vous pouvez l'indiquer à votre RAG pour qu'il soit contextualisé sur ça. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une bêta feature, c'est qu'il vous propose de sélectionner des technologies aussi à indexer dans le RAG. Donc si vous faites du Spring Boot, vous pouvez lui dire ramène-moi du Spring Boot. Si vous faites du Spring Framework, voilà, généralement on fait les deux. Si vous faites du Redis, vous cochez Redis. Et lui, il va, au lieu que j'indique l'URL avec à la main dans Continue, là, automatiquement, il est en train de bosser pour ramener un peu. Je peux voir le suivi. Voilà, il est parti sur ce site, ramener les données et les indexer dans mon RAG en local. Donc voilà, c'est ça. En fait, vous voyez que Continue, il est très fort en tant que fonctionnalité client. Tabi, il est moins fort côté client. Par contre, il ramène des fonctionnalités utiles côté serveur. Et là, ce qui est bien, on va le voir dans le contexte Harvest, c'est qu'on peut mettre un serveur centralisé et agir uniquement ici. C'est-à-dire que je peux travailler ici et les développeurs, ils sont en train de faire des choses. Ils ne sont pas au courant. Oui, exactement. Ouais. Ouais, donc il va ramener tout le contenu du GitLab, le vectoriser et le mettre. Après, on peut lui indiquer les fichiers à ignorer, des choses comme ça, parce que voilà. Donc il y a des dossiers qui ne nous intéressent pas forcément peut-être. On peut lui indiquer ça aussi. Selon la taille, là, c'est vraiment lié au modèle de langage de embedding que tu vas lui mettre à dispo. Si tu lui mets du nomic embed text, il n'est pas très puissant. Si tu lui mets du texte large de OpenAI, là, il va dépiler. Voilà, donc ça dépend. Et généralement, ça, on le fait et on rentre à la maison, quoi. Donc, on lance et le lendemain, on voit le résultat. Et il va avoir un espace disque aussi conséquent niveau serveur. Voilà, donc ça, c'était pour Tabi. Je regarde juste mon anti-siège pour voir si j'ai rien oublié. Les raccourcis et la doc, oui, parce que dans le chat, on peut indiquer, par exemple, je peux indiquer avec ça, calculator, workspace, je ne sais plus comment on indique ça. J'ai un trou, raccourci. Bref, je crois que je vous ai tout montré. Il y a peut-être la partie contexte. Oui, c'était le contexte quand je veux sélectionner un code. Donc, il faut juste faire un shift A, un CTRL A, et il va le mettre en contexte directement. Voilà. Oui, mais il va pas agir directement. Donc, je peux lui dire sélectionner ça. Il va me le mettre dans le chat, mais c'est à toi de le recopier. Add comment. Add comment, tu veux dire? La Javadoc? Voilà, il m'a proposé ça, ouais. Donc, est-ce qu'il va le remplacer tout seul? Oui, donc avec le raccourci. Après, il faut juste faire un petit coup de format. Voilà. Voilà, donc ça c'est un peu ça. Mais là où Continue, il va vraiment agir sur le code, Tabi ne le fait pas pour le moment. Il préfère accentuer sur la partie serveur. Ça va pour Tabi? Très bien. Ok, on va passer du coup à la suite. Et la suite c'est Tabi AML vs Continue. Du coup, là, que choisir? Moi, je ne peux pas aujourd'hui vous dire choisissez Continue ou Tabi. Ça dépend vraiment du contexte de l'entreprise, de votre contexte en tant que particulier, si vous faites des choses à titre personnel, et selon vos besoins. Ça, c'est important, et selon votre budget, votre ROI, il y a énormément de choses qui jouent. Là, moi, ce que je propose, c'est un tableau comparatif entre les deux.
Et dans un contexte, un Rex Harvest, je vais vous expliquer pourquoi on est à la partie sur l'un et pas l'autre. Donc, si on veut aller plus vers une gestion centralisée avec un suivi d'adoption et tout, on ira beaucoup plus sur du Tabi. Si on veut vraiment avoir une config, accentuer la partie fonctionnalité client et tout, on ira plus sur du continu. Mais là, on va rester local développeur. Voilà, sans suivi d'adoption. Donc, voilà. Là où continue, en local, j'ai le pouvoir d'avoir directement mes modèles listés, je clique, ça télécharge et basta. Tabi, là, il demande un peu plus de config. Mais en termes de suivi d'adoption, je ne l'aurai pas avec Continuo. Donc, c'est selon ce qu'on souhaite. Maintenant, en termes de Rex Harvest, on a pris le meilleur des deux mondes. Pourquoi? On s'est dit, bon, la démo, elle est KO un peu aujourd'hui, puisque j'ai fait la bêtise de mettre à jour hier le plugin Continuo. Bêtise ou pas, mais je vais vous montrer la config, mais malheureusement, je ne vais pas vous montrer un cas qui marche, mais je vais vous montrer comment configurer ça. On s'est dit, pourquoi on ne prendrait pas le meilleur des deux mondes? C'est-à-dire, je mets un Tabi serveur, voilà. J'ai toujours Tabi client, mais je veux bien utiliser Continuo Dev avec Tabi serveur. Comment ça peut marcher ça? Tabi serveur, il expose une API standard OpenAI. Aujourd'hui, OpenAI est devenu standard. Les chats complete, les completions et les embeddings, c'est très standard. Donc tout le monde intègre ça pour être compatible. Donc comme Tabi server, il expose une API OpenAI standard, Continuo, il sait se connecter à une API OpenAI. Donc du coup, ça va marcher. Et ça a marché. Jusqu'à hier pour moi, mais ça fonctionne. Donc dans un cadre d'entreprise, on l'a fait fonctionner dans un cadre POC. Maintenant, nous, voilà, on est gestion de patrimoine, finance, nos données ne doivent pas partir n'importe où. Donc on a du Azure dans lequel on a instancié du OpenAI model, Azure Portal en Suède et en France, sur lequel on a la main. C'est nos données. Donc, voilà, on va dire ça. On a instancié un modèle de code complete, c'est GPT-4 Omni. Non, pardon, c'est le GPT-3.5 Instruct. Un chat complete, c'est 4 Omni. Et les embeddings, on a pris le text large, qui est très puissant, de OpenAI. On a développé une API proxy qui fait parler Tabi server, parce qu'à l'époque, quand on a commencé en octobre, Tabi ne savait pas communiquer avec des modèles déployés sur Azure OpenAI. Donc on a mis en place une API Java qui intègre le SDK Azure de Java pour faire communiquer les deux. Et on a poké ça pendant 4 mois. C'est-à-dire on est parti de toute la liste que je vous ai montré tout à l'heure des outils commerciaux, plus les outils open source libres. On a mis en place des critères de sélection. On a pris 2 mois, pas à temps plein bien sûr, avec un pool des développeurs. On a testé à mort, on a fait un comparatif et les critères de sélection, dans les critères il y avait je souhaiterais switcher entre différents modèles de langage. Je souhaiterais avoir la data privacy. Et là, on a éliminé très vite la plupart. On a gardé que ces deux-là. Et on est reparti sur 2 mois de POC entre ces deux-là. Et le résultat, c'est Tabi ML. Il est sorti dans les sondages, dans les Rex. Pourquoi? Parce que les développeurs ont privilégié l'autocomplete de code. Ils ont trouvé que Tabi ML était plus performant, plus pertinent niveau coding que Continuo. Et les fonctionnalités, ils n'en voulaient pas. C'est sympa, ils m'ont dit, hein, c'est sympa, parce que c'est moi qui l'idée ce POC. C'est bien, mais par contre, on est moins à l'aise quand on écrit du code. Donc, on est parti sur du Tabi. Voilà. Donc, c'est un choix lié à nos contextes, besoins, critères et surtout ROI aussi. Pas coût, pas budget. Ça, il ne faut plus en parler. ROI. Donc, quand je suis parti voir mon CTO, je lui dis, voici la ROI par rapport à tout ça. Et il veut ça aujourd'hui. Donc, je ne vais pas lui dire combien il doit mettre, c'est combien on y gagne. La comparaison que je peux demander, enfin proposer, entre les deux clients, mais avec les mêmes modèles de complétion et de chat. Exactement, oui. Oui. C'est-à-dire juste le client a changé
pour Continue. Oui. Oui, exactement. Ouais. C'est-à-dire, je leur ai fourni une configuration verrouillée. Donc, il ne faut pas sortir de ça. Ouais. Bah, c'était 4 Omni pour le chat, du 3.5 Instruct pour le code complete, parce que c'est le seul qui reste en vie côté OpenAI. Et pour le embedding, on a pris du TextLarge 3. Donc, c'est l'outil, c'est le meilleur chez eux pour faire du embedding. Voilà. Alors, ce que je vais vous montrer là, c'est de la config. Malheureusement, ça ne marche plus depuis hier, donc je m'excuse pour ça. Donc, plugin. Donc, je vais réactiver Continue. Et là, dans le plugin, je lui demande un peu trop. Ouais, là, je vais redémarrer. Donc, dans la config JSON, pardon? Ah, pardon, excusez-moi. Voilà, merci. Merci, Lilian. Donc, du coup, je ne montrerai rien d'intéressant pour le moment, donc ça va. Donc, je reprends un peu ma config Continue. Et comment ça marche ça, en fait? Tac. Et je reprends. Donc ici, dans ma config JSON, je l'ai préparé à l'avance. C'est que j'ai rajouté, en termes de chat complete, un truc qui s'appelle TabiML Server, en titre. Je lui dis, je veux utiliser le starcoder 1B. C'est pas très vrai parce qu'il faut utiliser le Qwen. Bref. Anyway. Je mets l'authentification code parce que Continue là, il va se connecter en tant que client au Tabi Server. Donc je mets l'authentification code qui est là. En fait, il devient un client, quoi. Et je lui indique l'URL en local. Je lui indique un petit prompt si je veux. Donc là, en fait, Continue, il va se connecter à TabiML Server. Donc, je vais profiter de TabiML Server pour la partie contexte, pour la partie user management, pour la partie adoption, et je vais profiter de Continue avec toutes ces fonctionnalités. Voilà. Nous, on n'a pas fait ce choix-là, mais on ne sait jamais. Vous, ça peut vous aussi, ça peut vous intéresser. Et les gens qui nous regardent aussi. Et derrière, donc si je reprends juste le vrai libellé, excusez-moi, tac, je vais aller là, models, tac. Ah, Emacs, il me l'a ouvert dans Emacs, vous voyez, comme quoi le destin. Tac, ici. Parce que je mets le chat model ici. Ah bon, il ne me l'a pas mis. Bref, c'est anyway. Donc ici, vous mettez le chat model qui vous avez configuré ici dans... Parce que quand on a lancé Tabi, vous vous souvenez, ah, je le recopie de là, c'est beaucoup mieux. Donc on a mis le Qwen 2 pour le chat model, donc vous devez mettre le même. Et derrière, donc si j'ouvre une nouvelle session, dans la liste, il va me proposer TabiML Server. Parce qu'il a détecté que je l'ai rajouté. Et quand vous faites un hello, il va vous répondre et là, il va me dire qu'il y a une erreur. Je n'ai pas encore compris en quoi ça consistait l'erreur. Peut-être que la mise à jour de Continue, elle a introduit une nouvelle configuration à mettre, j'en sais rien, mais j'ai pas eu le temps entre hier et aujourd'hui. Mais là, vous commencez à discuter comme si vous avez discuté avant avec du Ollama ou du OpenAI. Voilà, je vais revenir sur les slides. Et la dernière partie, ça va être sur Devoxx Genie. Voilà, Challenger Free Open Source. Devoxx Genie, lancé en 2024, très récent, par un certain Stefan Johansson. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez Stefan Johansson? Ouais, lead de Devoxx Belgique, lead de DevOps for Kids, lead de plein de trucs. Cofondateur de Vox de Luxembourg. Je l'ai fait l'année passée, c'est hyper chouette. C'est quelqu'un de très humble, très accessible.
Donc voilà, c'est lui qui a lancé Davox Genie, principal développeur aujourd'hui. Et c'est pas pour lui faire de la pub, mais il a 11 000 téléchargements aujourd'hui sur GitHub. Open source, mini feature, j'appelle ça moi. Voilà, donc développé en Java et Langchain 4J. Langchain 4J, framework d'intégration LLM et tout, donc c'est pas le sujet du jour. Mais j'ai des talks sur Langchain 4J si ça vous intéresse. C'est un framework assez sympathique. Donc lui, il l'a utilisé pour développer Davox Genie. Il fait que du chat coding. Il ne fait pas d'autocomplete de code. Donc quand vous écrivez, il ne va pas vous proposer. Il fait que du chat coding only. Il est intégré uniquement avec IntelliJ. Donc c'est la seule différence par rapport aux autres. Enfin, les deux grosses différences, mais notables. Internet optionnel, flexible LLM, etc., etc. Par contre, avec Davox Genie, je suis dans du pur local. Là où Continuo, je vais pouvoir le config JSON, le centraliser. Avec Davox Genie, je suis vraiment tout seul en tant que développeur. C'est-à-dire, si vous le mettez en entreprise, chacun aura son Davox Genie avec sa config. Donc, vous pouvez proposer une config standard, mais voilà, en tant que développeur, on a envie d'aller un peu modifier les choses, quoi. Overview, comme tout à l'heure, uniquement IntelliJ, prompt config, prompt commands. Donc il a piqué l'idée de Continuo Dev pour les slash tests, les raccourcis. Le rag indexer, il propose d'intégrer Chroma comme base vectorielle. Le guide diffviewer, on va le voir, c'est assez sympathique. Le token cost calculator, je trouve ça intéressant aussi, parce que vous savez, à chaque fois que vous utilisez des modèles de langage payants, vous payez au nombre de tokens utilisés. Donc lui, il a une table qu'il met à jour à chaque mise à jour, qui vous permet d'évaluer un peu où ça tourne le nombre de tokens de vos requêtes. On va le voir aussi. Donc du chat complete uniquement, avec du local ou du remote. Le web search, voilà. Continuo Dev, je ne l'ai pas cité, mais il fait du web search. C'est-à-dire si vous avez des API key Google, vous pouvez intégrer à Davox Genie et à Continuo Dev qu'il a cherché sur Internet. C'est très utile pour amener un peu de contexte. Peut-être sur l'exemple de Java 21, il va se dire, ok, je jette un coup d'œil, je ramène la définition des lambda expressions, des switches, et j'applique au refactoring. Mais là, vous serez obligé de connecter à Internet. Et les embeddings, il utilise de façon verrouillée le nomic embed text. Il ne donne pas le moyen de le modifier à ce jour. Démo. Donc Davox Genie. Je vais repartir dans la config et là je vais disable continue. Il est où? Il est là. Je lui demande un peu trop IntelliJ aujourd'hui, donc il va s'y habituer, c'est pas grave. Donc là. Ah, pardon. Merci. J'oublie à chaque fois. Heureusement, t'es là, Léon. Du coup, je ferme ça. Donc là, c'est Davox Genie. Donc je vais lancer Ollama en local. Voilà, donc avec Tabi directement via une commande, là je suis obligé d'aller me lancer Ollama en local, qui est mon provider de langage de modèle, comme je disais tout à l'heure. Allez, je ne fais pas ça. Peut-être qu'il faut que je l'arrête, parce que je lui demande de désactiver comme ça à la volée des plugins et relancer. Ah, c'est normal, je lui ai rien activé. Ok, donc ça me permet de vous montrer du coup la config. Donc Davox Genie, vous avez ça, et vous avez une liste. Donc il ne me propose rien parce que je lui ai rien coché. Il vous propose une liste de modèles de local, de provider en local. C'est-à-dire si vous avez Ollama installé, il peut se plugger dessus pour vous détecter automatiquement ce qu'il y a et vous les proposer en termes de langage de modèle. Modèle de langage, pardon. Et aussi les LLM en remote. Donc si vous avez du OpenAI, on va le voir, je peux mettre du OpenAI en remote avec mon API key et il va chercher automatiquement
il va me proposer quel modèle de langage d'OpenAI je vais utiliser et voilà. Donc on va commencer par Ollama, je vais l'activer, tac. J'ai Ollama qui tourne en local, automatiquement il me propose ce qui est déployé. Donc comme continue tout à l'heure, autodetect, il part autodétecter, il me dit ah tu as ça, ça et ça, quel modèle de langage tu veux utiliser pour le test. Je vais prendre du Qwen 2.5 comme tout à l'heure. Je vais tester un hello. Ok, donc si je dis hello world en Rust par exemple, comme tout à l'heure, je vais voir ce qu'il propose parce que tout à l'heure Tabi il avait du mal. Hein. Oui, voilà, il a su direct. Donc j'ai pas eu besoin de lui dire language development et tout. Donc ça c'est la première. Je reprends juste mon petit sèche, pardon. Ok, donc on a vu ça pour la partie Ollama. Maintenant, si je fais la partie en remote, donc la même chose, je vais réutiliser, j'ai désactivé Ollama et réactivé OpenAI avec mon API key que je veux de tout à l'heure. Donc là, tac, je fais un petit refresh. Ici dans la liste, s'il veut bien, il prend un peu de temps des fois. Normalement, il me propose la liste des modèles que gère OpenAI. Il veut pas. Voilà. Donc j'ai dû faire une petite manip. J'aurais attendu, peut-être il aurait mis à jour. Donc, pardon? Le refresh, oui, mais ouais, t'as raison, ouais. Mais bon, c'est à l'instant, ouais. Mais tu as raison, ouais. Donc GPT-4 Omni. Donc si je sélectionne ça, c'est-à-dire, il va utiliser mon API key pour requêter 4 Omni en remote. Donc la même chose. Hello, là il va sortir sur Internet pour aller questionner 4 Omni. Ok. Maintenant, si je fais add context by file, du coup là, ce qui est cool, c'est que vous avez deux petits boutons en bas à droite ici. Je peux utiliser soit je peux ajouter le projet tout entier en tant que contexte ou certains fichiers uniquement. Voilà, donc si j'ai des fichiers de code sur lesquels je veux agir, bah, je peux lui indiquer directement ici. Donc si on reprend, on l'a pas modifié tout à l'heure lui? Ah si. Ah mince, on n'a plus le code dégueu. Bah, on va le rapatrier. Alors. Tac. Ouais, on va enlever la liste, le test. Voilà. Très bien. Tac. Donc là, je peux dire, je peux citer le fichier dans calculator bug et lui dire refactor. Ah oui, merci. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire notre cher Devox Genie? Je trouve dans les tests, je trouve un peu long que les deux autres, mais il fait pas du stream, c'est dommage. Vous savez, le stream, c'est quand ChatGPT vous répond. J'ai l'impression qu'il attend et qu'il fait du synchrone. Donc là, il me propose quelque chose. Ouais. Donc il a mis juste en méthode ça, il l'a mis là. Ok. Donc refactor, si je lui dis refactor with lambda expression. Switch. Donc là, j'ai pas besoin d'aller faire un CTRL A ou un truc comme ça, comme dans Tabi. Je cite directement le fichier, il agit dessus. Bon, c'est un peu lent. Non, c'est toujours pas le cas. Ouais, il fait quoi? Ah si, il fait, ouais, il fait des choses. Ouais, ouais, c'est pas foufou, mais il essaye.
Pardon? Lui poser la question? Comment tu vois la question du coup? Do clean code? Je sais pas. Do clean code? Ouais, là tu vois, c'est. Attends, on va voir. Typiquement, là, il a mis du système out prytalène partout dans le code. On aurait pu faire son switch, aurait pu renvoyer une variable et mettre un switch, un système out prytalène, ou je sais pas. Alors, on va. L'utilisation qu'on aurait pu attendre en plus du switch. Ouais, il y a des choses, hein. Des développeurs qui font ça. Comme quoi, voilà, parce que tout le monde dit que l'IA, mais on voit bien que. Par contre, il y a un truc. Là, je suis très minimaliste dans ma démo. Mais si on fournit un contexte, je sais pas il a bien fait les choses là, mais ouais, il a essayé de faire un big consumer, des choses. Il a recompliqué encore les choses. Mais derrière, là, c'est qu'il travaille sans un vrai contexte. Et c'est pour ça qu'on dit que les modèles de langage, il faut les pré-entraîner vachement. Et c'est là la force de GitHub Copilot aujourd'hui. C'est qu'ils pré-entraînent leur modèle sur tout ce qu'on imagine. C'est pour ça qu'il est lead et qu'il est devant. Là, Devoxx Genie ou Continue ou Tabi viennent avec un modèle de langage tout basique sur lequel on les configure. Mais derrière, il faut les entraîner un peu. Donc peut-être ce que tu es en train de dire par rapport au clean code, par rapport au Java, par rapport au lambda expression, si tu lui donnes assez d'éléments, il va savoir. Mais ce n'est pas l'objectif vraiment réel de ma démo d'aujourd'hui, quoi. Alors, si on avance, LLM Settings, ouais. Alors, LLM Settings, c'est comme il est développé en se basant sur LangChain4j. Pour celles et ceux qui font LangChain4j, ça vous parle sûrement ça, le chat memory size, température. Je vais juste m'arrêter sur température. C'est un truc intéressant, c'est que plus on est proche de 0, plus il va être pertinent et prendre plus de temps pour réfléchir. Plus on s'éloigne du 0, il va être moins pertinent, donc laisser place à l'hallucination et il va être plus rapide, selon ce qu'on veut. Là, peut-être qu'il est lent parce que je lui ai demandé une température à 0, quoi. Et ça, c'est vraiment une notion LangChain4j. Et vous avez le timeout, le maximum output tokens, 4000. Voilà, si on est vraiment ric-rac sur les budgets et tout, on peut réduire les tokens, comme ça le développeur, mais bon, c'est à la main du développeur, donc il fera ce qu'il voudra. D'où la notion de local pur développeur. Les prompt commands, donc ici... Oui, monsieur. Oui. Potentiellement, oui. J'ai pas testé, mais potentiellement, il peut, oui. C'est une bonne idée, oui. Je vais pas prendre le. Si tu veux, on pourra voir après le talk, tester, mais. Pardon? Oui, c'est un provider. C'est un autre provider, ouais. Ouais, ouais, exactement. Il y a LM Studio qui est très utilisé aussi, donc il y en a pléthore aujourd'hui. Donc là, par exemple, je crée une command name, Rafik. Je lui dis add Rafik on each method name. Par exemple. On peut lui rajouter un truc, refactor. Refactor, ouais. Refactor code with the best clean code, ce que vous voulez. Operations. Et là, je suis rajouté, voilà, je peux avoir des prompts très très lents. Et c'est là où la notion de data scientist, pour moi, elle est voilà, des ingénieurs data, ils peuvent aider dans le prompting. Aujourd'hui, le développeur, il n'est pas censé faire de très jolis prompts, normalement. Ce n'est pas son job premier pour moi. C'est vraiment être aidé par des ingénieurs IA ou des ingénieurs data. Parce qu'il y a aujourd'hui des ingénieurs IA qui s'attribuent ce type de métier. Donc ici, OK. Ici, je dis par exemple ça. Non, pardon. Je vais
lui indiquer ça. Et là, il détecte review, c'est une des commandes, c'est pour ça qu'il me la propose. Donc refactor, il sait que j'ai quelque chose en refactor. Voilà. Et directement, il va... ouais, j'avais deux trucs. Directement, il va savoir avec slash refactor, comme pour continue, qu'il va faire un refactoring de ce code. Là, ça marche pas. J'ai pas l'impression que ça marche. Je fais n'importe quoi peut-être. Donc, voilà. Donc ça, c'est un des outils de DevOps Genie. Après, on peut aller très loin dans les lignes dans les command line. Le guide des views. Le guide des views, c'est utile aussi. Je vais vous montrer. Par exemple, tout à l'heure, on parlait des comments. Dans Tabi, tout à l'heure, pour commenter, j'ai dû faire un copier-coller. Et dans DevOps Genie, je vais activer ici le guide des views, on, et je vais lui dire add comments ou add javadoc, par exemple. Add javadoc. Et normalement, il me sort une diff à la sauce quand on fait un diff commit, voilà. Et il me propose, voilà, il ne fait pas d'autocomplete automatique, mais il peut agir directement sur votre code via DigView. Et là, libre à vous de prendre ou pas cela, quoi. Il peut même faire du refactoring. Donc si je reviens à ça, si je lui dis là refactor, ou comment je lui dis add refactoring, ça se dit pas, mais add refactoring. Je sais plus comment il l'a fait hier quand je testais. Alors qu'est-ce qu'il va me faire ici? Ah oui, comme j'ai activé le guide diff, il va agir dessus. C'est plus refactor directement, voilà. Donc il me propose du refactoring pas à pas et je vois libre à moi de prendre ou pas en fonction des opérations. Voilà, ça c'était le guide des views. Partie RAG, on a dit c'est ChromaDB. Donc là, si vous avez du ChromaDB instancié en local, ben, vous pouvez lui indiquer. Et du coup, il va stocker dedans les vecteurs au lieu d'utiliser un indexer tout simple qu'il utilise sans ça. Et enfin, le cost calculator. Donc ici, vous avez un petit bouton calc tokens. Donc il me dit que sur mon projet, j'ai 2 cas de tokens. Et chaque requête va me coûter 0,00041 $, ce qui est très très faible, quoi. Mais pour des gros projets, on peut avoir une pré-estimation. Donc ça reste sympathique. Voilà, c'était tout pour DevOps Genie. Donc ça, vous pouvez aller le plus loin en découvrant la doc en ligne. Ça, c'est toujours cool. Maintenant, les points d'intention. Non, pardon. Je voulais juste vous demander. Là, aujourd'hui, quand vous découvrez les trois, en sortant de là ou demain, sur lequel vous voudriez tester en premier, que vous avez aimé et tout. Vous pouvez le dire à haute voix aussi, sans passer par. Tabi. Très bien. Ouais, c'est intéressant. Ok, on passe. Merci pour les réponses. Donc là, les points d'intention par rapport à ce type d'outil IA coding open source et libre, la génération LLM, on l'a vu. Voilà, on a été frustrés sur la génération, sur les. Maintenant, voilà, vous allez pré-entraîner vos modèles de langage. Ils vont continuer à faire peut-être des erreurs. Il faut, en fait, là où ils font des erreurs, il faut les pré-entraîner. Continuer à pré-entraîner jusqu'à ce qu'ils soient parfaits. Non, ils ne seront jamais parfaits. Il y aura toujours des choses qui vont vous rendre, qui vont vous frustrer. Mais voilà, c'est quelque chose à avoir en tête. Par rapport à un GitHub Copilot où il sera un peu plus performant parce qu'il est déjà préparé sur pas mal de choses. La configuration et l'intégration. En haut à droite, c'est que voilà, du Tabi, c'est très sympa, mais par contre, pour l'instancier, pour le mettre en place, voilà, il y a des actions à faire. Je vous ai pas montré la partie config.toml où il y a des choses manuellement à faire aussi si on veut aller plus loin dans la customisation.
La sécurité, on parle d'outils open source, donc point d'intention. Voilà, c'est 3 outils sérieux. Il y a des releases chaque 2 mois, plutôt fréquentes. Donc il n'y a pas aujourd'hui de crainte par rapport à ça, mais il faut l'avoir en tête. Performance et ressources. Là, j'ai utilisé aujourd'hui des modèles de langage assez simples. Si vous voulez aller des modèles de langage en local, entreprise, sans sortir en remote, il faut avoir de la bonne GPU et du coup mettre la main à la poche. Voilà, donc ça, il faut l'avoir en tête. Certains langages ne sont pas supportés, comme pour Tabi, il ne fait pas de Scala. Il ne sait pas faire d'autocomplete sur Scala. Les opérations de maintenance et de mise à jour. Pour les 3, j'ai envie de dire, dans un cadre entreprise, il faut faire un suivi des versionnings. Je vais dire c'est normal. Mais pour un serveur comme Tabi aussi, il y a plus d'actions à faire en termes de maintenance. Et, très important, je ne vous encourage pas à le faire, mais Tabi, là on a vu la partie utilisateur, jusqu'à 5 utilisateurs c'est gratuit. Si on veut aller à plus de 5 utilisateurs sur le Tabi serveur, il faut prendre un plan entreprise. Pour continuer au dev, si on veut centraliser nativement le config JSON, là il faut aller sur un plan entreprise aussi. Voilà. Devoxx Genie, il y a 0 plan entreprise, tout est gratuit, mais il reste très minimaliste par rapport aux 2 autres. Takeaway, donc on va rappeler un peu les grands principes. Les 3 sont free, open source, easy setup, easy conf. Voilà, vous voyez, j'ai switché entre les 3 à chaque fois, donc c'était très simple. Il y a la notion de drag dans les 3, les contextes, c'est-à-dire je peux faire parvenir du contexte, du code, des documentations, du lien GitHub, du GitLab, et on peut switcher en différents modèles de langage sur les 3. Et il gère principalement les 3 différents langages de programmation assez connus du marché. Là, Devoxx Genie va rester sur IntelliJ uniquement, Continuo, IntelliJ, VS Code, Tabi, il ramène du Vime et potentiellement du custom IDE. Niveau support, Devoxx Genie, il y a une seule personne aujourd'hui, c'est Stéphane. Il est présent sur GitHub et il y a une communauté qui l'aide un peu aussi sur LinkedIn, il est très actif. Continuo, ils ont un Discord et GitHub et Tabi, il est plus accessible parce qu'ils sont présents en Slack. Moi, j'échange beaucoup sur Slack avec eux, ils sont très réactifs. Il faut juste arrêter le décalage horaire, ils sont à San Francisco, donc c'est du -6. Donc si vous posez une question à 6h du matin, il ne va pas forcément vous répondre. Chat Complete et Chat Complete uniquement pour Devoxx. Les 2 autres, ils font tout. Il n'y a pas d'embedding conf custom sur Devoxx Genie. Les raccourcis présents dans Devoxx Continuo Pass Tabi. Le edit code WeChat, il est présent sur Continuo et Tabi. Et Devoxx Genie, je ne l'ai pas mis, c'est un raté sur mes slides, mais les 3 le font. Je ne vous ai pas montré mes Text Action IDE, donc il y a le Web Search, il y a l'ouverture, donc Continuo. C'est une feature assez récente, c'est qu'il est capable, quand vous lui posez une question, il est capable d'ouvrir un fichier, vous le voyez, un fichier, l'analyser et vous répondre plus pertinemment. Sinon, il va toujours vous répondre sur le fichier en cours. Le Web Search, il est présent dans Continuo, Devoxx, pas sur Tabi. Le token cost calc qui est assez sympathique quand même si c'est très basique. Le guide des viewers sur Devoxx. Et la partie Tabi qui est très essentielle. Usage Analytics, Team Management, User Management, suivi d'adoption, IHM pour configurer les contextes. C'est plus sympathique que de manipuler des fichiers JSON ou autre. Maintenant, comment sélectionner? Définir ses besoins. De quoi on a besoin? Est-ce que j'ai besoin d'un outil open source, ou libre, ou aller sur un commercial, propriétaire? Est-ce que j'ai besoin de modifier mes modèles de langage comme je souhaite ou pas? Est-ce que j'ai besoin de faire de l'adoption, de suivi d'adoption, de suivi de statistiques par langage? Est-ce que je suis monolangage? Voilà, on ne peut pas dire lequel des 3.
Voilà, on va dire que DevOps Genie peut être très écarté rapidement dans un contexte grand groupe, parce qu'il n'y a pas d'autocomplete. Mais dans des petits groupes qui n'ont pas beaucoup de moyens, peut-être qu'il peut prendre sa place. Donc c'est vraiment le contexte, les besoins, le contexte, critères de sélection, il faut le définir. Voilà, nous on avait des critères de sélection basés, on s'est mis d'accord sur ça. On ne sort pas. Il n'y a pas en cours de route, ah oui, on a oublié. Non. Critères de sélection, on reste sur ça et on choisit en fonction de ça. On filtre au fur et à mesure. On POC, on teste, on prend notre temps, on a pris 4 mois. 4 mois en délai, pas en charge. Si c'est en charge, c'est pas normal. Ensuite, on sort avec un ROI et ne parlez pas de coûts, surtout. Alors, si vous allez investir 100K et vous avez 600K à la fin, c'est un ROI important. Donc aujourd'hui, les entreprises qui disent budget, j'ai pas de budget pour financer ça. Voilà, je préfère ne pas critiquer, mais de nos jours, il ne faut plus parler budget ou coût, il faut parler ROI, le retour sur investissement. Tout le monde sait ce que c'est. On investit $10, on gagne 100, j'ai un ROI de 900%. 10, 100, $90. Voilà. Alors, je me suis amusé à le faire dans un contexte entreprise et voilà, je vous le dis, on peut arriver. Je me suis parti sur une règle où chaque développeur peut gagner 10 minutes chaque jour. Sur une population de 100 développeurs, vraiment avec des outils comme Tabi, on va investir un peu sur l'Azure Portal dans notre cas, on peut arriver à du 400-500% en termes de ROI. Parce que 10 minutes par jour à gagner avec un IA Coding Assistant, c'est très faisable. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire et que lui, il peut vous proposer tout de suite. Voilà, il y a des développeurs qui n'aiment pas faire des boucles ou des choses comme ça. Je reste très basique. Hein. Il y a des choses très basiques en Java qu'on a la flemme de faire et qu'on part chercher pour faire du copier-coller. Là, l'IA Coding Assistant, il va le faire tout de suite. Donc, c'est des petites minutes gagnées par-ci, par-là. Je reste sur 10 minutes. J'ai vu que le ROI était important. Maintenant, c'est à confirmer. Et Tabi, le fait qu'on ait Tabi, ça va me permettre de suivre l'adoption. Mais ça dépend, c'est nos besoins et nos critères qui nous ont amenés à ça. Et après, on sélecte. J'arrive à la fin du talk. Donc, pour finir, est-ce qu'on est en danger en tant que développeur? Qu'on soit archi ou manager ou autre ou head of, on est tous partis du code normalement, à part certains. Est-ce qu'on est en danger? Parce que quand on voit vraiment qu'on commence à écrire, surtout les premières fois, on commence à écrire, on est vraiment, vraiment c'est la fête, quoi. On se dit, ouais, c'est génial, et on continue. Et quand on commence à rentrer, comme tu le posais tout à l'heure, c'est, ouais, est-ce qu'il me fait les lambdas, s'il me fait ça, on commence à réduire et à comprendre que ça ne marche pas du premier coup, tout de suite. Maintenant, GitHub Copilot, Tabi, autres, machin, ça dépend de votre contexte, de votre business. J'insiste dessus. Et ce que je dis, moi, c'est réussir à intégrer l'IA dans le développement logiciel niveau entreprise ou particulier. Pour moi, c'est réussir à en prendre le contrôle. Voilà. Et tout ce qu'il vous génère, on relie, on contrôle et on valide. On ne prend pas copier-coller, on met. Donc si on réussit à contrôler, c'est qu'on aura réussi son intégration. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était un peu long. Donc ça, c'était les références. Je mettrai à dispo les slides sur un Google Drive privé que je partagerai avec le Bordeaux-Joc avec grand plaisir. Il y a un quiz que je vous ai préparé si vous êtes partant. Sinon, on peut aller manger, il n'y a pas de problème. Pour valider un peu aujourd'hui ce qu'on a appris. Ça vous tente ? Ok ? Allez, c'est parti. Donc, quel type de tâches un AI Coding Assistant peut-il automatiser dans le développement d'applications? Génération de code, documentation, refactoring et toutes les réponses ci-dessus. Alors, pour vous, c'est quoi? Toutes les réponses ci-dessus, exactement.
Maintenant, quel est l'objectif principal de l'intégration d'un assistant de codage open source dans le développement logiciel? Remplacer complètement les développeurs, accélérer le processus, réduire les coûts, automatiser entièrement la conception de l'architecture logicielle. Vous direz quoi? Exactement. Accélérer le processus de développement. Il y a quelqu'un qui joue au ROM, qui est très fort. Allez. Quel AI Coding Assistant supporte, il y a un E qui oublie, l'intégration de Grok comme chat model? Là, il fallait voir les slides. Il y en a un qui était un peu plus riche que les deux autres. C'est Continue, ouais. C'est le seul qui intègre Grok, donc le modèle de Twitter de X, comme modèle de chat. Et quel est le nom de l'outil utilisé par Tabi pour la recherche d'indexation et la recherche sémantique? Tabi. C'était fait. C'est pas Chroma, non. Ouais, c'était TenTV. TenTV, en fait, Tabi, il n'utilise pas une base vectorielle. Il utilise une base vectorielle locale fichier, très simple. Mais il se base sur TenTV, qui est un moteur de recherche, comme Lucene ou Elasticsearch, qui permet de faire de la recherche sémantique. Et la dernière, quel IA Coding Assistant ne permet pas de configurer du embedding model? On l'a dit, ça. Continuo, Devox, Tabi. Les trois le permettent. ENT. C'était Devox Genie. Il lock l'embedding conf pour le moment. Donc il met du nomic embed text par défaut. AC, bravo. Donc peut-être supporter du AC Milan, peut-être, non? Donc, ah d'accord, bravo. Merci d'avoir participé et n'oublie pas de me faire un feedback. Là, sur Slido, il y a un feedback qui va apparaître. Laissez-moi ce que vous allez en penser pour améliorer ce talk pour les prochaines fois. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup.